Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Elle est partout dans nos vies et ce n'est qu'un début. Alors, à l'heure où l'intelligence artificielle suscite les plus grands fantasmes, qu'ils soient positifs ou négatifs, quelles vont être les applications pratiques et concrètes qui nous attendent au quotidien? Jusqu'où nos emplois vont-ils être menacés? Et comment apprivoiser cette intelligence artificielle pour ne plus en avoir peur? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial intelligence artificielle, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale intelligence artificielle, j'ai le plaisir d'accueillir un leader européen des services et solutions digitales. Son entreprise compte 28 000 collaborateurs et ses services sont partout dans notre quotidien, même si on ne le sait pas forcément. Jacques Pomereau, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Inetom. C'est une entreprise qui accompagne notamment les autres entreprises dans leur transformation digitale, notamment liée à l'intelligence artificielle. Alors concrètement, pour commencer, j'ai envie de vous demander, ça veut dire quoi accompagner les entreprises dans leur transformation digitale? Je vous donne un exemple concret, Vanessa. Quand vous êtes une entreprise, vous choisissez un nouveau logiciel comptable, c'est un petit peu plus compliqué que quand vous achetez un jeu pour votre console de jeu dans votre salon qui marche tout de suite. Il faut des entreprises avec des consultants comme les nôtres qui vous aident à configurer, paramétrer, installer votre logiciel, puis ensuite le faire vivre au fil du temps parce que vos besoins changent. C'est notre métier. Alors, on le disait en introduction, l'intelligence artificielle suscite de nombreux fantasmes, positifs ou négatifs, et elle est de plus en plus dans le quotidien justement digital des salariés et des entreprises. Expliquez-nous de quoi on parle, c'est quoi ces fantasmes? Alors, d'un côté, il y a des craintes. Si vous regardez les chiffres du Forum économique mondial, par exemple, on vous dit que d'ici 2025, c'est demain, 85 millions d'emplois vont être supprimés à cause de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, les analystes savent qu'entre 1,5 et 3% de productivité mondiale va pouvoir arriver grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi un formidable levier de création d'emplois, de richesse pour tout le monde. Ça pose beaucoup de questions. Mais alors moi, en tant que salarié, par exemple, en quoi je vais être impacté à titre personnel? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 2030, environ 10% de chaque job sera impliqué par l'intelligence artificielle, en particulier générative. Ça ne veut pas dire 10% sur 100 métiers, c'est tous les métiers auront 10%. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes enseignant, vous passez aujourd'hui beaucoup de temps à préparer vos cours, à corriger les copies. Demain, vous aurez un assistant d'intelligence artificielle générative qui pourra vous aider à créer vos cours en se basant sur ce que vous avez enseigné précédemment, la personnalité des élèves, leurs besoins pédagogiques. Ça vous fera gagner un temps fou. Idem pour la correction des copies avec la reconnaissance d'écriture notamment. Alors, si on prend d'autres services qui sont dans notre quotidien, par exemple, en fait, on s'en sert sans le savoir. Je pense à la banque notamment. Aujourd'hui, elle est animée par beaucoup d'intelligence artificielle. Absolument. Avant même le buzz qu'on entend sur l'intelligence artificielle générative, les technologies plus vastes d'intelligence artificielle étaient employées par exemple pour la détection des fraudes bancaires ou pour aider votre conseiller financier à vous proposer des bons produits adaptés à ce qui vous concerne. Mais demain, et on parle vraiment dans pas très longtemps, quand vous appellerez votre agence au téléphone, on peut imaginer que vous aurez votre acteur favori qui répondra au téléphone et vous offrira un traitement personnalisé. Et derrière cet acteur favori et cette voix, ce sera une intelligence artificielle générative. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans le pilotage des villes. Là, vous pouvez nous expliquer comment les collectivités se sont emparées justement pour décarboner, pour avoir des villes propres et qui sont conformes à ce qui devrait se faire? Oui, alors par exemple, Inetom est impliqué dans des projets avec Paris, Barcelone, Lisbonne et d'autres villes pour aider, grâce à l'intelligence artificielle, à modéliser les flux de voitures, la pollution et baisser tout ça. Mais je vous donne un exemple plus concret. Prenez le planétarium de Shanghai, qui est un immense bâtiment. L'intelligence artificielle a été utilisée pour modéliser en 3 dimensions le bâtiment et des départs d'incendie. L'idée était de se dire comment est-ce que les visiteurs vont se comporter et où positionner les panneaux d'affichage et les chemins d'évacuation pour sauver tout le monde dans différentes configurations. Ça, c'est ce que permet l'intelligence artificielle. Alors là, on parle de cas qui sont quand même des cas d'envergure. Quand on est un patron avec une dizaine d'employés, qu'on pilote sa petite entreprise, on va dire, on se dit je vais être dépassé par tout ça. Est-ce qu'on est concerné? J'aimerais dire oui, mais c'est compliqué de se retrouver un petit peu dans cette méga sphère d'intelligence artificielle. Absolument.
effectivement, d'un côté, on entend que 10% du métier de chacun va être impacté. De l'autre, on se dit, oulala, c'est très complexe. Alors, moi, j'ai envie de dire... concrètement, aujourd'hui, vous êtes un patron même d'une PME, vous avez forcément un logiciel de messagerie. Les éditeurs de ces logiciels proposent aujourd'hui des solutions d'intelligence artificielle générative qui sont très faciles à mettre en œuvre et ça permet d'essayer, de voir ce que ça peut vous apporter et déjà, ça ouvrira vos esprits. Mais deuxièmement, il faut surtout se dire comment je forme mes employés. Comment je peux les former à ce qu'on appelle le prompting, qui est le fait de taper les bonnes commandes à l'intelligence artificielle générative pour qu'elle vous aide dans votre métier. Alors donnons un exemple précis de prompting parce que ça va devenir un métier de plus en plus en vogue, on va dire, et si on ne le maîtrise pas, c'est difficile de demander quelque chose à l'intelligence artificielle générative. Vous pouvez nous donner un exemple Par exemple, le prompting, c'est vous cherchez à faire une offre d'emploi pour quelqu'un, il faut écrire la description de ce poste. Donc grâce au prompting, vous pouvez dire écris-moi le descriptif d'un emploi, une annonce qui correspond à mon entreprise et donc personnalisée et voilà le profil que je cherche avec telle compétence, ça vous fait gagner les 4 heures que ça prend normalement pour écrire une description d'emploi. Et semble-t-il avec une efficacité redoutable sur les réseaux sociaux parce que le prompt a la capacité d'identifier les bons mots qui vont être repérés par les bons Absolument. candidats. Parenthèse. Vous parliez de formation tout à l'heure, alors vous pilotez 28 000 collaborateurs au niveau international, Jacques. Est-ce que ça a été facile cette transition justement pour que tous ces collaborateurs soient des ambassadeurs de ce que vous proposez à vos clients? Alors chez Inetom, nous nous sommes dit, puisque nous souhaitons accompagner nos clients, soyons d'abord exemplaires, formons l'ensemble de nos 28 000 collaborateurs. Pour ça, il a été mis à leur disposition cette année un parcours de formation très complet qui est adopté. Donc l'ensemble du personnel aura été formé à l'intelligence artificielle générative et au prompting cette année. Et en plus, je peux vous dire qu'on suit l'utilisation. On a aujourd'hui environ 1000 collaborateurs qui l'utilisent dans leur quotidien et nous visons 10 000 collaborateurs l'année prochaine. On entend une très belle ambition, mais comparé à la Chine et aux États-Unis, même s'il y a de très belles initiatives privées en France, on a le sentiment qu'on est un peu en retard parce qu'on n'a pas forcément les mêmes budgets. Est-ce que pour vous, ce retard est rattrapable? Comment vous voyez l'avenir? Alors, je dirais il y a deux facettes à votre question. La première, c'est les entreprises de technologie européenne dans l'intelligence artificielle générative. Il y a des beaux succès. Regardez les annonces sur Mistral cette semaine, qui est une entreprise française et qui est devenue une licorne. Mais c'est vrai que nous avons un retard pour de nombreuses questions d'écosystème. De l'autre côté, ce qui n'est pas du tout une fatalité, c'est l'adoption par les entreprises et les gouvernements européens de l'intelligence artificielle et notamment générative et pour la création de richesses. Et là, j'ai envie de dire, ce qui nous freine, c'est la mentalité. Mon conseil, c'est adoptons d'abord, réfléchissons ensuite, plutôt que de faire l'inverse. Merci beaucoup, Jacques Combrot. Je rappelle que vous dirigez la société Inetom. Restez avec nous dans quelques instants. Nous aurons le plaisir d'accueillir une marque dont les services numériques sont également dans votre quotidien. Peut-être même au moment où vous nous écoutez, chers auditeurs, nous parlerons également des métiers de demain que va créer l'intelligence artificielle. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Enrique Lopez, bonjour. Vous êtes directeur de l'intelligence artificielle et de l'impact social chez Microsoft. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui en plateau. Alors Microsoft et l'intelligence artificielle, c'est une longue histoire de plus de 30 ans. Et récemment, vous avez lancé ce que l'on appelle un agent conversationnel qui va grandement faciliter la vie des salariés qui sont munis d'un ordinateur. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'un agent conversationnel. Oui. Effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'on développe de l'intelligence artificielle, que l'on intègre dans nos produits. Et là, récemment, c'est l'arrivée de ce que l'on a appelé un copilote. Donc ce fameux copilote, il est intégré dans les outils que tout le monde connaît, les outils de productivité. Donc c'est Word, Excel, PowerPoint ou Teams, si on fait des visioconférences. Et cet outil va vous permettre, par exemple, vous êtes devant votre page blanche sur Word, de vous aider à rédiger votre document. En partant de ce document, de faire la présentation PowerPoint qui va avec. Peut-être également, vous êtes dans une réunion téléphonique et vous avez loupé les 5 premières minutes. Vous voulez un résumé de ce qui s'est dit ou vous voulez le compte-rendu de cette réunion avec les actions qui ont été citées. Voilà, le copilote est à vos côtés pour vous accompagner. Donc très concrètement, je pose une question vocalement ou j'écris ou alors il y a des petits boutons qui vont me permettre de...
Plus simplement, c'est en fait on tape. Voilà, on tape. Alors après, on peut utiliser la dictée vocale si on le souhaite, hein, mais normalement, c'est on tape pendant qu'on fait sa réunion ou pendant qu'on est devant son document. Et donc ça, c'est opérationnel dès aujourd'hui, en fait, dans les entreprises, si on a le bon produit. C'est disponible exactement depuis le 1er novembre à toutes les personnes qui peuvent y souscrire. Et donc les gens qui ne peuvent pas y souscrire, qui sont des travailleurs indépendants, qui ne seraient pas dans un groupe, peuvent avoir accès à ce genre de service aujourd'hui ? Ben, tout à fait, puisque on essaye d'être l'entreprise qui mettons en place un certain nombre de copilotes, et il y en a un autre copilote qui existe depuis quelques temps maintenant à l'intérieur de Bing. Alors peut-être tout le monde connaît pas Bing, c'est l'autre moteur de recherche, si je puis dire, et donc il est disponible dans Bing. Vous pouvez discuter avec Bing et avec le copilote de Bing, donc on peut lui poser des questions, on peut l'interroger et on a son copilote dans son moteur de recherche. Alors donnez-nous quelques exemples concrets. Alors déjà, on va dans sa barre d'outils, on tape Bing, voilà. Et là on va pouvoir poser des questions. Dites-nous quelques... Et là on a un chat. Oui. D'accord. Donc, en fait, pour la petite histoire, c'est ChatGPT intégré à Bing. Hein. D'accord. Voilà, hein. Donc, c'est le même moteur que ChatGPT. Et donc, on peut poser des questions toutes simples. Par exemple, vous souhaitez un titre personnel, organiser un week-end avec votre famille, vous voulez des recommandations de lieux, etc. Il va vous faire une synthèse. Vous pouvez lui demander de créer le planning. Vous pouvez lui donner des informations sur ce que vous aimez pas. Il va vous synthétiser tout ça. Puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Pendant que vous êtes en train de lire un article, vous pouvez mettre ce petit copilote sur le côté de votre browser dans Edge. Et alors là, c'est un petit peu technique pour nos auditeurs en français. Votre outil qui vous sert à surfer sur Internet, d'accord ? Voilà, vous l'affichez, vous le mettez sur le côté à droite et vous lui dites, par exemple, résume-moi cet article. Quelles sont les idées essentielles ? Et encore mieux, on va ouvrir un document. Souvent, on reçoit des documents PDF qui sont aussi des articles où il y a des informations. Eh bien, on peut l'ouvrir avec ce même explorateur, d'accord, et là interroger son document PDF, en faire un résumé, répondre à des questions. Donc on a aujourd'hui son petit copilote à la fois pour faire de la recherche, mais pour faire de l'analyse de documents directement intégré dans Bing. Mais alors je pense notamment à tous les entrepreneurs et tous les patrons de PME et de TI qui nous écoutent. On entend, et même question qu'à Jacques Pombreau, on entend partout parler d'intelligence artificielle. Ça doit être aussi un petit peu angoissant quand on ne sait pas comment commencer une démarche pour l'intégrer dans sa société et proposer de nouveaux usages à ses clients. Par où il faut commencer selon vous ? Déjà, les choses qui sont assez simples, c'est effectivement utiliser ces outils, prendre en main ces outils. Commencer par un outil grand public, comme ce qu'il y a dans Bing, ça permet d'appréhender l'usage et de comprendre ce que l'on peut en faire. Après, ce qui est important, c'est pas de se lancer dans une démarche, il faut que je prenne de l'IA pour de l'IA. Il faut éventuellement plutôt se poser la question par rapport à son métier, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que ma problématique, c'est de diminuer mes coûts, c'est d'augmenter ma relation à mes clients, la qualité de mon service client, etc. Et là, de regarder, moi, le petit cadre de travail que je leur propose, c'est de se dire, regardez vos applications, regardez vos processus métiers et regardez les personnes dans votre entreprise. Et posez-vous la question, est-ce que l'IA peut améliorer mon application, peut améliorer mes process, les rendre plus efficaces, moins longs, ou changer la vie de mes collaborateurs pour leur faciliter le travail parce qu'ils ont des tâches répétitives. Henrik, on parle beaucoup d'intelligence artificielle éthique, hein, et justement la semaine passée, il y a eu 3 jours de négociations intenses, hein, et les membres du Parlement européen sont parvenus à un accord avec ce qu'on appelle l'IA Act, l'Intelligence Artificielle Act. Concrètement, quels étaient les principaux dangers que l'on a entrevus avec cette intelligence artificielle dans les années à venir ? En fait, il est important, certes, d'accélérer, d'aider à accélérer l'innovation, et en même temps, il faut réglementer parce que l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'elle soit utilisée ou détournée de ses usages pour des choses qui seraient à haut risque. Et donc, ces approches par les risques que l'on retrouve dans l'AI Act. Est-ce qu'on veut voir l'intelligence artificielle être utilisée autour de la biométrie, autour de la reconnaissance faciale pour, passez-moi l'expression, mais nous surveiller, etc. La réponse est, dans certains cas, bien sûr que non. Et donc, il faut mettre des garde-fous, puisque ceux qui utilisent l'IA ou ceux qui créent l'IA doivent avoir une IA qui est responsable dans son application, mais aussi dans la manière dont elle est créée, qu'il n'y ait pas non plus de biais, qu'il y ait eu un respect de la vie privée, qu'elle ne soit pas non plus attaquable d'un point de vue cybersécurité. C'est tout ça qu'il est nécessaire d'encadrer. Merci beaucoup, Henrik Lopez. Je rappelle que vous êtes en charge de l'intelligence artificielle et de l'impact chez Microsoft. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a fait le pari de former des personnes qui, de prime abord, se disaient
disait que le numérique n'était pas fait pour elle. Frédéric Bardot, bonjour. Je rappelle que vous dirigez les écoles Simplon qui permettent à toute personne de se former gratuitement, et j'insiste sur le gratuitement au numérique. Donc demain, beaucoup d'entre nous seront accompagnés justement par un compagnon numérique, comme l'a dit Henrik. Concrètement, dans quelle mesure cela va générer de nouveaux emplois et quels seront ces emplois précisément ? Ça a été dit un peu au début de l'émission, ça a un impact sur tous les métiers. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une distinction entre les gens qui font leur métier avec l'IA et les gens qui font les métiers sans l'IA. Donc en fait, c'est pas forcément que des nouveaux métiers, il y en a aussi, mais ça impacte tous les métiers. Donc on peut être un boulanger augmenté par l'IA, on peut être un patron de PME augmenté par l'IA, un prof augmenté par l'IA. Et après, il y a des métiers qui sont spécifiquement liés aux intelligences artificielles, des gens qui les programment, des gens qui préparent les données sur la base duquel on fait leur entraînement, des gens qui les hébergent, des gens qui les sécurisent. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers. Mais il y a aussi des nouvelles compétences, ça a été évoqué par Jacques au début, le prompting. Donc maintenant, tout le monde doit savoir parler et requêter les intelligences artificielles. Donc c'est à la fois une compétence pour tout le monde et un métier pour certains. Mais alors j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il va y avoir des laissés pour compte ? Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi je suis hostile à la technologie, au numérique, etc. Est-ce que justement ce gap entre ceux qui savent et ceux qui n'y ont pas accès va augmenter ? Vous avez raison, c'est un risque. Dans toutes les technologies, il y a toujours effectivement des gens qui montent dans le train et des gens qui sont exclus du train. Sur le numérique, je rappelle qu'on a quand même 40% des Français qui sont en difficulté avec le numérique pour des actes du quotidien. Donc il y a un risque effectivement d'avoir une fracture qui s'ouvre et qui s'aggrave avec des outils comme ça. Mais moi, je préfère, comme tous les technophiles, voir le verre à moitié plein. Et en fait, ces technologies-là, comme elles peuvent s'affranchir de la question des langues, elles parlent plusieurs langues. Quand vous faites des fautes d'orthographe, quand vous parlez à Bing ou à ChatGPT, en fait, c'est pas très grave qu'il y ait des fautes d'orthographe. Vous pouvez l'interroger à la voix. Donc moi, j'y vois une formidable opportunité de réduire les fractures. Et les études aussi scientifiques montrent que ces super pouvoirs qui sont amenés par l'IA bénéficient beaucoup plus à des gens qui sont peu qualifiés qu'à des gens qui sont super qualifiés. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une donnée qui est pleine d'espoir. Donc en fait, on va pouvoir donner des super pouvoirs à des gens qui en manquent beaucoup. Et donc voilà, avoir un copilote ou un chat GPT comme compagnon, ça va permettre de faire beaucoup plus de choses à des personnes qui étaient peu dotées en qualification, alors que les gens peut-être comme moi par exemple, qui sont surdiplômés et super geeks, on voit moins l'intérêt d'avoir des compagnons comme ça. Mais alors vous justement qui formez des générations entières de manière gratuite, qui peut prétendre et qui est éligible justement aux formations que vous proposez ? Alors nous, principalement à 90%, c'est des demandeurs d'emploi, donc pas des étudiants post-bac, des gens qui sont demandeurs d'emploi de tout type. Ça peut être une reconversion, quelqu'un qui vient d'être licencié, quelqu'un qui démissionne, quelqu'un qui a décroché du système scolaire, principalement. Mais de plus en plus, on forme des salariés, parce que ça a été dit aussi dans l'émission. En fait, tout le monde est touché. Et l'illettrisme numérique et les questions d'adoption, c'est pas seulement une histoire de demandeurs d'emploi. Il y a aussi tous les gens qui sont dans les entreprises. Elles ont déjà du mal avec le numérique. Donc c'est à elles qu'il faut déterminer quels sont les super pouvoirs qu'on va leur donner et qu'elles puissent s'approprier ces outils. Donc voilà, 10% de salariés, 90% de chômeurs. Frédéric, récemment, les classements PISA, c'est-à-dire ces classements internationaux des élèves du monde entier, ont été publiés. La France n'est pas en très très bonne position. Est-ce que ça n'augure pas quelque part un retard conséquent pour nos étudiants pour accéder au numérique comparé aux autres pays qui vont prendre une fois de plus une longueur d'avance ? Je pense notamment à la Chine. Ces outils-là, un peu, c'est comme l'introduction de la calculatrice ou de Wikipédia en milieu scolaire. Donc, il y a deux façons de le prendre. Soit ça vient bouleverser les méthodes pédagogiques. C'est clair qu'on peut plus donner des devoirs à la maison comme on les donnait avant. Avant, c'était le petit frère, le cousin, papa, maman qui aidait à faire les devoirs. Maintenant, c'est ChatGPT. Donc, il faut changer les modes d'évaluation. Mais moi, je pense que c'est un outil qui est formidable pour les élèves et aussi pour les profs. Ça a été dit par Jacques en début d'émission. Ça peut leur faire gagner un temps fou et qu'ils se concentrent uniquement sur la partie pédagogique. Donc, je pense que c'est un nouveau défi pour l'éducation nationale, qu'on a déjà beaucoup. Mais en tout cas, sur le classement PISA, le fait d'introduire les IA génératifs, c'est pas ça qui va faire baisser ou qui va faire augmenter le niveau en maths. Il faut partir sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, le raisonnement, l'esprit critique, parce qu'elles hallucinent aussi ces IA, donc il faut pouvoir avoir du recul et faire de la vérification. Donc il faut continuer à faire augmenter le socle de base, mais je pense que c'est des super pouvoirs pour les profs et pour les élèves, de la même manière que la calculatrice nous a permis de faire beaucoup plus de calculs que ce qu'on faisait avant à la main ou avec nos règles de 3. C'est une bonne comparaison. Frédéric, pour conclure, on parle beaucoup effectivement des problématiques de genre et elles vont être justement transposées à ce dialogue qu'on a avec des assistants conversationnels. Aujourd'hui, comme les intelligences artificielles sont programmées majoritairement par des hommes, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un biais et avoir une pensée justement où on reproduit quelque chose qu'on est en train d'éviter aujourd'hui dans notre société physique ? C'est le cas, il y a des papiers de recherche sur les générateurs d'images ou aussi les générateurs de texte qui sont biaisés, mais c'est pas forcément lié au fait que ce soit des hommes qui les aient programmés.
c'est lié à leurs données d'entraînement. Donc à partir du moment où l'humanité est biaisée, et on sait qu'elle est très très biaisée, elle produit des données qui sont biaisées, et comme on entraîne des IA sur des données qui sont biaisées, elles reproduisent et elles industrialisent les biais. En revanche, je vais vous faire une confidence, je pense que c'est beaucoup plus facile de débiaiser une IA plutôt qu'un humain. Donc en fait, il y a aussi des algorithmes qui permettent de débiaiser ça, et quand vous interrogez ChatGPT ou Bing, vous pouvez lui dire merci d'éviter les stéréotypes de genre. Très Donc bien. vous pouvez aussi contrebalancer. Henrik, une confidence également sur les problématiques de genre dans l'intelligence artificielle? Mais c'est un très bon point et c'est lié justement à ces sujets de réglementation et d'IA responsable. J'aime bien qu'on parle de ça. Chez Microsoft, ça fait plus de 6 ou 7 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc c'est important d'avoir à la fois des principes, une gouvernance, une manière de pouvoir le surveiller et dans la création et dans l'usage de l'IA et surtout donner ces outils aux entreprises ou aux acteurs qui vont pouvoir les utiliser. Et c'est important aussi que les citoyens, on comprenne cette notion de biais, de genre, pour à la fois challenger les réponses que l'on a, mais aussi la manière dont on va interroger et être un peu plus éclairé dans le fait qu'effectivement, c'est un superbe outil, mais il n'est pas parfait et il peut également avoir des biais ou ce qu'on appelle des hallucinations. Posez la question du cheval vert d'Henri IV à votre ChatGPT préféré, vous verrez qu'il va vous inventer une histoire qui n'existe pas, parce qu'effectivement, il a envie de répondre, mais il va inventer. Donc, être conscient de ça, c'est savoir utiliser un nouvel outil avec ses qualités et ses défauts. Vous avez attisé notre curiosité. Merci beaucoup Jacques, Henrik et Frédéric pour votre participation. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.